Bonjour, bienvenue sur l'émission Coach Live. L'émission présentée par l'équipe Coach Live. Donc là, pour l'instant, un peu réduite. Il y a le coach Sébastien Cuvier. Bonjour Sébastien. Bonjour Pépite, bonjour Corentin. Un grand merci à toi de venir nous présenter un peu ta carrière et qu'on va découvrir tout ça impatiemment. Bonjour à tous, avec plaisir. Le coach Imed Ama et le coach Armando, comme plutôt Manu Abreu, vont pas tarder à arriver. Donc, c'est les aléas du direct. Comme l'a dit Sébastien, on est très heureux de te recevoir, Corentin. L'idée, encore une fois, c'est de recevoir des coachs qui ont des différentes carrières et qui donc nous expliquent leur cursus, comment ils ont débuté, leur carrière de joueur, comment ils ont construit leur ADN. Et donc, après, par la suite, c'est quand ils ont basculé sur le côté coaching, qu'est-ce qu'ils ont fait et où ils en sont aujourd'hui, quelle est leur philosophie, qu'est-ce qui les a marqués dans leur carrière de joueur, etc. Donc, c'est de faire découvrir à tous les coachs qui écoutent que tout type de coach peut y arriver à partir du moment où on s'acharne à vouloir y arriver et qu'on lâche rien et qu'on apprend des bonnes choses et aussi bien des erreurs. Donc, Corentin, bonjour. Merci à toi encore une fois. Bonjour, avec plaisir. Donc, je te laisse la parole pour démarrer au niveau de ta carrière. Donc, déjà, comme tous les entraîneurs, je pose souvent la question au départ, c'est est-ce que tu as débuté par un sport-études ou un centre de formation? Est-ce que tu as pris un cursus normal ou tu es passé pour autre chose? Alors moi, j'ai pas eu tout à fait un cursus normal, au classique. Je suis passé par un sport-études et puis j'ai pas enchaîné sur le centre de formation parce que à l'époque, j'avais fait un essai à Rennes et bon, j'avais pas été retenu parce que j'avais trouvé que j'étais trop petit, donc j'étais reparti dans mon club amateur et j'ai intégré après le centre de formation à Brest, j'avais 18 ans. Donc, je suis arrivé au club, j'avais 18 ans. Donc j'ai fait… Quand tu dis que tu n'as pas été à Rennes, tu étais dans un club pro avant d'aller à Rennes ou tu étais dans un Non, petit club amateur? non, j'étais dans un petit club, dans le deuxième club de Brest. J'étais à l'AS Brest à l'époque. Ouais, ok. Et j'étais allé faire un essai à Rennes, quoi. Donc, voilà, où j'avais pas été retenu. Et Pour les puis critères, après, à pour les Brest… critères de ta taille? Ouais. Ouais. Donc, moi, j'avais jamais participé à aucune sélection, que ce soit régionale, départementale. Puis après, je suis arrivé à 18 ans à Brest. Et j'ai fait 3 années de stagiaire. J'ai signé pro après donc à Brest. Et donc, j'ai débuté en Ligue 1, j'avais 20 ans. Et jusqu'à 22 ans, parce qu'après, le club a été mis en liquidation judiciaire. Et puis, j'ai quitté Brest pour Auxerre, où je suis resté 4 ans et demi, avec Alors beaucoup de bons souvenirs. Oui, Avant de partir à Auxerre, parce que là déjà tu nous intéresses sur le côté. euh, d'accord. Bonjour à Manu. Bonjour Manu. Salut Pépite, bonjour Corentin, bonjour Seb. Salut Manu. Bonjour Manu. Donc oui, déjà il y a une question intéressante, c'est pourquoi plutôt Rennes t'observe ou te demande alors que tu as Brest juste à côté? Deux, quand tu bascules en revenant et en allant signer à Brest, tu jouais à quel niveau quand tu étais dans le club amateur? Alors, ça s'est pas fait dans la même année. En fin de compte, j'ai fait un essai à Rennes un an ou deux plus tôt. Je pense que c'était un an plus tôt. Et puis après, j'ai débuté moi en troisième division à l'époque. L'AS Brest était en troisième division. Donc j'ai fait une demi-saison en troisième division. J'avais 17 ans et demi. Et puis là, ça m'a permis de me montrer. Et puis après, il y a Rennes qui est revenu, qui voulait me recruter, mais bon, j'avais dit non. Et puis bon, j'avais mon entraîneur aussi qui me disait qu'il fallait mieux que je reste dans mon cocon familial et que je signe au centre de formation de Brest. Et c'est pour ça que je l'ai fait, même s'il y avait une grosse rivalité entre l'AS Brest et le Stade Brestois à l'époque. Et j'ai eu du mal à franchir la porte, mais bon, j'ai écouté les conseils de mon entraîneur qui valait mieux et je pense que c'est le bon choix que j'ai fait. Donc là, le critère de taille n'avait plus lieu ou tu t'étais aguerri un petit peu ou…
Sûrement que j'avais dû prendre quelques centimètres. Et puis le fait d'évoluer en troisième division, qui était déjà un très bon niveau pour mon âge, où j'avais 17 ans et demi. Donc les gens ont pu voir un peu mes prestations, mes matchs. Et puis ça a attiré l'attention, quoi. Ouais. Quand tu bascules avec l'équipe pro à Brest, tu étais dans la belle génération de Brest, on est d'accord? Alors, il y en a eu plusieurs. À Brest, il y a eu beaucoup Oui, de parce bons qu'avant joueurs le à dépôt des passer. gens en liquidation, il y avait quand même de belles générations, il y avait de sacrés joueurs quand même. Donc, Oui, oui, tout à je fait. pense Ouais, pas. ouais. Ouais. Moi, j'ai débuté à l'époque avec Gérard Bucher, avec Pascal Pierre, avec Claude Barabé dans les buts. Et puis après, la saison d'après, il y a eu David Ginola, il y a eu Bernard Lama. Voilà, il y a eu Ouais. Il y tous avait- ces bons joueurs qui sont passés, Bernard Ferrer, voilà. Maurice Bouquet? Maurice Bouquet, exactement. Tu étais dans la Ouais, génération centre formation, non, c'était après Makelele, tout ça, c'était après. C'était plus jeune encore. Makelele, Makelele, il est plus jeune que moi. Oui, Et plus jeune que il est toi. arrivé juste après. Ouais. D'accord. Le centre de formation de Brest, c'était déjà le petit immeuble qui est en ville, c'était ça? Exactement. Ouais, Ouais, ok, ouais. d'accord. Bon, Ah ouais, ça. c'était ça, où il y avait, où à côté, à 20 mètres, il y avait un bar, à 50, il y en avait un deuxième. Voilà. Et puis, on avait surtout pas mal de lycées autour, donc bon, ça chambrait pas mal après au café Ouais. avec tous les Bon, jeunes qu'il pouvait avoir autour. donc là, du coup, bah, tu arrives à jouer en Ligue 1. Tu t'imposes en Ligue 1? Est-ce que c'est là déjà tu t'es imposé? Alors là, c'est pareil sur les 3 années de stagiaire. J'ai les premières années de stagiaire, je joue pas du tout en pro. Ouais. J'ai même un passage où je fais 6 premiers mois avec le groupe pro et deuxième partie de saison, je bascule de nouveau avec le centre de formation. Donc C'était qui c'était de l'entraîneur nouveau, là? je crois que c'était Slavo Muslin, il me semble. Ouais. Et puis la saison d'après, alors je sais pas si ça a joué ou pas, mais il y avait un ostéopathe qui était très ami du président qui avait fait un article dans le journal local en disant qu'il fallait qu'on me donne ma chance. Et puis c'est arrivé peu de temps après. Et puis bon, je suis plus sorti de l'équipe, quoi. Ouais. Est-ce que ton profil était un profil, on va dire, standard, ou est-ce qu'il y avait ce genre de profil déjà à la Ligue 1 avant, ou est-ce que c'était plus athlétique quand même déjà? Non, c'était déjà les qualités athlétiques, hein. Il y avait Ouais, pas, c'est il y athlétique avait déjà. pas, c'était pas une majorité de joueurs qui étaient à Hmm. 1m70, 1m75, hein. Ouais, ouais. C'était souvent au-dessus. Ouais. D'accord. Bon, mais déjà, tu fais tes armes dans un club où il y avait le caractère, il fallait avoir du caractère, s'imposer sur le côté athlétique. Donc, déjà, arriver à s'imposer là, déjà, c'était intéressant déjà. Oui, bien sûr, et surtout s'imposer dans ma ville, quoi, parce que moi j'y suis né à Brest, hein. Oui, c'est vrai, oui. Oui. Donc voilà, et c'est vrai que le fait de débuter devant sa famille, devant ses amis, c'est aussi motivant. Mm. Et Corentin, toujours sur un poste de milieu offensif? Euh, alors j'ai joué milieu offensif, un milieu à 3. J'ai aussi joué milieu défensif, parce que je me souviens, j'ai fait 2 matchs comme ça, milieu défensif. Je me suis retrouvé dans la zone d'Enzo Schifo, qui revenait de la Coupe du Monde 90 à l'époque. J'étais pas trop content à la causerie parce que j'ai l'impression qu'on me faisait un sale cadeau. Et puis ça s'était très bien passé parce qu'on avait gagné à Auxerre 2-1 et j'avais marqué un but. Et puis j'ai joué aussi excentré droit. Voilà. D'accord. Mm. Et donc là, tu fais déjà un bon point pour ceux qui écoutent et pour les jeunes qui pourraient écouter, c'est tu es arrivé à aller en pro sans avoir eu vraiment de sélection dans les catégories de jeunes. Donc ça, c'est un bon point Ouais. parce que souvent, Exactement. les jeunes sont un Ouais. peu, quand ils sont déçus de voir des copains, ils vont en sélection et puis ils se disent, mais au final, on est d'accord que ce n'est pas obligatoire de passer par là, même aujourd'hui, pour y arriver, hein. Ça ne tient pas qu'à ça. Non, bien sûr que non. Après, il y a plusieurs paramètres comme l'aspect physique. Il y a des jeunes qui grandissent plus que d'autres, plus vite que d'autres et du coup sont retenus à une période 14, 15, 16 ans alors que d'autres qui étaient plus petits vont grandir à partir de 17 ans. Donc c'est vrai que ça varie beaucoup, mais je trouve que c'est surtout l'aspect mental qui est important C'est ça, ouais. et l'aspect motivation et passion, quoi. C'est ça le moteur de tout, hein, d'un pro comme de jeune. Je pense qu'il faut vraiment vivre son rêve, aller jusqu'au bout, tout donner, jamais lâcher et chercher à progresser tous
les jours, mais vraiment en le faisant, en s'amusant, quoi. C'est quelque chose que tout petit, tu rêvais, tu avais envie ou c'est venu petit à petit ou Ah c'est oui, l'opportunité? Oui. non, Ok. non, Ok. non, Non, il est de depuis tout Brest, petit. il est de Tu, Brest. tu, À allais, Brest, tu tu vis allais pour au le foot. match petit? Ouais, Hmm. j'allais de temps en temps au match, j'allais pas régulièrement, j'y allais vraiment très rarement même. Stade Brestois, c'était le club rival et j'y allais pas tout le temps, mais j'y suis allé quelques fois. Mais j'ai toujours eu, bien sûr, j'ai toujours eu depuis mes 7, 8, 9 ans le rêve de devenir footballeur professionnel. D'accord. Donc là, du coup, tu bascules et tu pars donc à Auxerre, c'est ça, hein? Ouais, ouais, tout à fait. Auxerre, Auxerre, l'homme incontournable, Giroud, on est d'accord, c'est lui de cette période-là. Oui, oui, Donc ton exactement. profil lui plaît. Alors c'est un profil technique, le technicien qui prend le jeu en main, alors que sa réputation, c'est plutôt un jeu de marquage individuel, un jeu où il y a la partie athlétique qui est importante. Et ça Oui. te correspond? Tu sentais que c'était ça, tu avais joué contre eux, donc tu savais ce qu'ils recherchaient peut-être? Non, alors c'est vrai que souvent les équipes à Giroud, les équipes d'Auxerre, c'était des équipes alors athlétiques, mais surtout sur le plan du volume, quoi. C'était des équipes C'est ça, ouais. qui couraient beaucoup, qui ne lâchaient rien. Il y avait l'aspect mental, mais c'était aussi une équipe technique avec des joueurs capables de faire la différence sur les côtés, au milieu aussi capables de créer. Donc, il y a toujours eu de très bons joueurs. Mais moi, quand j'ai choisi Auxerre, parce que j'avais Lyon et Bordeaux aussi à l'époque, j'ai choisi Auxerre parce que c'est un club pour moi de l'extérieur qui donnait la chance aux jeunes. Et surtout, c'est une équipe qui se qualifiait régulièrement en Coupe d'Europe. Et j'avais aussi l'ambition et le rêve de jouer des matchs de Coupe d'Europe. Et ça s'est Oui. vérifié pendant mes 4 ans et demi. Ouais. Oui, tu as fait de belles saisons à Auxerre. Et en plus, comme tu dis, le parcours en Coupe d'Europe et tout ça. Donc là, tu as passé une autre étape. Tu es allé encore un peu plus haut dans ta carrière de joueur, en peu de temps au Ouais. final. Oui, c'est vrai. C'est En vrai très peu de quand temps, même. Ouais. je quitte Brest à l'époque quand j'avais 22 ans en Ligue 2 et 2 ans après, je fais un demi-finale de Coupe de l'UEFA. Donc c'est vrai que c'est allé très vite. Et tu t'es imposé, tu n'as pas été capitaine tout de suite, on est d'accord? Parce que là, je vois à chaque fois Non, on t'amène à être capitaine par la suite. C'est parce oui. que sur la durée, quand tu t'installes, tu as l'impression, de ce que je lis comme ça entre les lignes, quand tu commences à durer dans un club, tu prends un espèce de pouvoir, en fait, déjà ton jeu amène à ce que tu prennes un peu le jeu. Et est-ce qu'après, dans ton comportement, toi, est-ce que tu étais un leader de vestiaire ou un leader de terrain par le jeu? Euh, c'est vrai que j'ai dû devenir, je crois que je vais aller au Auxerre, je suis devenu capitaine ouais, 2 ans après être arrivé. Mais je crois que Giroud, il a souvent dit, il m'a choisi comme capitaine parce que oui, j'étais peut-être exemplaire dans le vestiaire. Je travaillais, j'étais respectueux, mais j'étais peut-être aussi un leader de terrain. Donc Ouais. il m'a choisi comme capitaine. Et puis aussi peut-être qu'à une époque, ouais, surtout à cette époque-là, voilà, j'avais une âme de leader, mais naturelle un peu. J'étais pas Ouais, quelqu'un c'est ça. Tu qui n'es pas un criait ou qui leader de parlait vestiaire beaucoup. par la parole. Tu n'es Non, pas un non, motivateur en dehors du terrain. non. Tu fais ton taf et par conséquent, tu Je, confirmes, quoi. ouais, mais je parlais, mais je suis pas celui qui parlait le plus, quoi, voilà. Ouais, ouais. D'accord, ok. Ouais, bah oui. Ça, c'était... Bah, de toute façon, nous, on a souvenir de ces années-là. Je sais pas, Oui, Manu, Seb, où on oui. voyait bien le profil, voilà, le Je milieu confirme. technicien. Tu es d'accord, Manu? Ah oui, je confirme, oui, bien sûr. On parlait tout à l'heure du jeu auxerrois. Il y avait énormément de vitesse, beaucoup de technicité aussi. Il y a toujours eu au milieu, hein. Alors, bien Ouais, évidemment, derrière, bah oui, c'était du solide, hein. Verlaine, Boli, Verlaine, c'était pas seulement un destructeur, hein. C'était des joueurs qui jouaient au ballon, même de derrière. Et c'était un 4-3-3, en tout cas pur et dur. Ça a toujours été comme ça. Ça allait à 2000 à l'heure sur les extérieurs. Ouais, C'était sur les côtés, à chaque fois, ça ah allait ouais, vite. ouais, c'était Ouais. c'était super agréable à voir. Je ne le dis pas parce que Corentin est là, mais moi, je me régalais, hein. Je ne sais pas si Seb se régalait aussi, mais ils ont régalé très longtemps le football français et les Français. Bah, et c'est ce qui se fait plus aujourd'hui. Alors, le marquage, ça, c'est autre chose, mais le côté utiliser ces excentrés, quoi, ces milieux offensifs ailiers, on va dire, ces ailiers. C'était aussi la marque auxerroise, hein. Aujourd'hui, les centreurs en première intention, c'est plus Oui, oui. ça n'existe plus Ah, trop, on est d'accord, hein, ils te refont un crochet tout le temps. Et les mecs ouais, devant le ouais, but, ouais. après, sont arrêtés. Ben, Sont à on l'arrêt. arrive Hein, même, on arrive hein, même, Seb?
On arrive même à mettre des faux pieds. Ouais, Sur les exactement. Oui, mais d'ailleurs, avec Corentin, toi qui maintenant est passé de l'autre côté, aujourd'hui, Oui. à l'époque, si on se souvient bien, les attaquants, les super, toi Seb, tu dois bien suivre, les super attaquants qu'on a formés ou qui étaient mis en avant en championnat français, bah, c'était souvent par Auxerre qu'on les voyait. Pourquoi? Parce qu'il y avait des centres en première intention et il fallait le mec qui coupait, qui anticipait ses centres. Et aujourd'hui, tu n'as plus vraiment ça, on est d'accord? Je sais pas si, Oui, c'est vrai. si on est trop vieux, mais quand tu compares Zarmak, Mmh. hein, Mmh. Kovacs, Ouais. après il y a eu Guy Varche, Lasland, Matic, Lasland, Lasland, Garande dans un... Oui, Matic. exactement. Ouais, ouais. ce sont des garçons qui étaient servis. Ah Et oui, bah c'est ça. oui, oui, Voilà. oui, oui. Voilà. Donc, moi, Ouais, ouais. c'est vieux, hein, Zarmak, ouais, Ah ouais. Kovacs, après Guy Varche, bien sûr, Lasland, ouais, c'est vrai. Attends, on va profiter de l'occasion pour dire bonjour à Ahmed. Bonjour à tous. Bon, Désolé. Ahmed, t'as pas connu, toi, cette génération Si, tu débordée, plaisantes centrée. ou quoi? Il y a YouTube hein, maintenant, ils mettent un petit peu. Non, 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 non. Non, je te rassure, Seb, je regardais tous les matchs. Bon, du Je regardais perso. tout. Bon. Ah ouais, avec le maillot Duc de Bourgogne. Ah, Je me rappelle très, très bien. J'ai bien suivi. Bah, c'était juste avant Corentin, il y avait Enzo Schifo au même poste. ah putain, là, la Exactement. classe. Ouais, je me rappelle. Il y avait d'ailleurs, il y a mon ami Stefano Mazzolini aussi qui jouait de temps en temps. Ah oui, Bon. Mazo, oui. Ouais, donc, bah, il est avec moi à Dijon, mais on en parle souvent. Bon, lui, il avait un peu les pieds un peu de travers. Il n'avait pas les mêmes pieds que vous, lui. Il ne faisait pas le même métier. Donc là, tu fais tes années auxerroises. Donc, tu découvres et tu apprends encore un autre style, je pense, à Auxerre, avec un coach emblématique, avec une façon de jouer, la Coupe d'Europe, comme on le dit, l'attaque de feu avec ce côté utilisation des ailiers et ces centres en première intention. Donc là, on va dire que tu apprends un autre football peut-être que par rapport à Brest. Derrière ça, c'est l'équipe de France après Auxerre, pendant Auxerre, c'est ça? Oui, c'est l'équipe de France pendant Auxerre. C'est l'équipe Ouais, de j'y France reste. pendant Auxerre. C'est donc Ouais, là où tu as flambé. ouais, c'est Vas-y. exactement. Ouais, j'ai débuté en équipe de France en 96 et bon, j'ai arrêté en 96. Ma dernière sélection, je crois que ça devait être décembre ou novembre 96. Donc, ouais, j'ai vécu encore une fois. C'est vrai que quand j'étais jeune, mon rêve, c'était de devenir professionnel. Après, c'était de jouer des matchs de Coupe d'Europe. Et l'étape suivante, c'était de jouer des matchs de l'équipe de France, quoi. Mm. Voilà. Et quand j'arrive à Auxerre, j'ai Carlos Queiroz, qui était le sélectionneur du Portugal à l'époque, qui était venu me voir à Auxerre et qui voulait que j'intègre la sélection du Portugal. Mais, bon, je débutais à Auxerre, j'arrivais, il était venu me voir. Bon, c'était mon premier match, mais j'étais remplaçant. J'étais rentré, j'avais marqué, mais j'étais pas encore dans un rôle de titulaire indiscutable. Et ce que je lui avais dit, bon, je préfère d'abord confirmer dans mon club, jouer des matchs régulièrement avant de penser à la sélection, même si dans un coin de ma tête, c'était plus la sélection de l'équipe de France qui m'intéressait parce que je suis né en France et que voilà, je me voyais plus jouer pour l'équipe de France. Il y avait la place là, quand tu étais en train d'ambitionner l'équipe de France. Qui c'est qui jouait dans ces postes-là? Il y avait Franck Sauzé, qu'est-ce qu'il y avait au milieu? Ouais, Vincent Guérin, il y avait Paul Le Guen, il y avait, Mais là, tu parles plutôt des milieux relayeurs, là, le relayeur, milieu défensif. Mais en 10, il y avait ouais, mais non, Il y en avait 10, pas. en 10 à cette époque-là, il n'y en avait pas. il n'y a pas de 10, Non, hein, d'accord. Je crois non, que non, Zidane, non. il arrive Et juste Et, après, sur le match à Bordeaux, c'est ça? ça, c'est plus tard, ouais. Ouais, Oui. ça, c'est en Je crois 94 qu'il avec joue Zidane. ce match-là, d'ailleurs, contre la République tchèque. Ouais, moi, je débute. Voilà, ouais, Et c'est ça. Voilà, c'est ça. Ouais, c'est ça. c'est Zizou donc, qui me remplace et qui met ses deux buts, Voilà, c'est ça. ses Là, deux premiers pareil, buts en équipe de France. tu intègres en tant que jeune, parce que tu es quand même encore jeune, tu intègres, en plus Oui, d'avoir fait ces choses-là avec Auxerre où tu es en train de cartonner, tu intègres l'équipe de France qui est quand même, il y a des pointures déjà même européennes là-dedans. Donc c'est là aussi encore une étape de franchie, encore un nouveau football que tu apprends, parce que l'équipe de France, on est d'accord que le jeu produit n'a rien à voir avec bien celui sûr. que tu produisais. Ouais. Donc toi là-dedans, les entraîneurs que tu Non. as pour l'instant, tu retiens des choses, tu apprends des choses, il y en a qui t'ont marqué peut-être déjà? Oui, bien sûr, il y en a qui marquent, mais pour différentes choses. On parle de Giroud, par exemple. Giroud, c'est la rigueur, c'est penser football la journée, la semaine.
c'est le travail technique à l'entraînement, c'est beaucoup de répétitions, tout ce qui est conduite de balle, tout ce qui est passe, voilà, c'est des choses comme ça qu'on répétait. J'ai bien aimé aussi les causeries à Gérard Rouillet en équipe de France que j'ai connues. Je trouvais que c'était vraiment carré, propre, l'intonation dans la voix, c'était clair. Voilà, c'est vrai qu'il y avait Ivan Azek aussi, que j'ai connu à Strasbourg. J'ai bien aimé voilà, la rigueur, encore plus rigoureux que Giroud. C'est la rigueur un peu des pays de l'Est. Et c'est vrai que j'ai bien aimé aussi travailler avec lui. Et là, donc voilà, après, c'est vrai qu'on ne retient pas des choses. Enfin, on le fait un peu. C'est vrai que on est tous différents, donc on le fait un peu déjà avec sa propre nature, sa propre. Moi, j'ai ma propre nature, quoi. C'est vrai que j'ai pas envie de faire du Guérou ou autre chose. Je fais du moi-même, quoi. ouais. Ben oui, mais après, ta façon de jouer à toi, déjà, c'est ton ADN de joueur, la technique, tout ce que tu as porté. Après, c'est Ouais. d'avoir observé, avoir été dans des équipes avec des coachs comme ça emblématiques. Ça peut que t'apporter par la suite quand tu passes entraîneur, parce que en fonction des joueurs que tu vas avoir, en fonction du championnat où tu es, en fonction des adversaires, tu as déjà vécu des styles de jeu qui ne collent pas obligatoirement avec ta façon de jouer, parce que toi, tu es le côté un peu espagnol, on va dire, la technique portugaise. Mhm. Et c'est vrai que Ouais. ce jeu-là, tu n'es pas obligé de le produire tout le temps, et puis c'est pas évident à produire tout le temps, en tout cas. Non, c'est vrai que bon, après, aujourd'hui, en tant qu'entraîneur, il y a plein de choses à regarder. C'est vrai qu'il y a des coachs, que ce soit avant, peut-être maintenant encore quoique je pense pas qu'aujourd'hui les coachs ne font plus attention à l'adversaire. Aujourd'hui, je pense qu'on observe, tout est observé, donc on essaie de voir un petit peu les failles de l'adversaire. Mais il faut aussi, moi en tout cas, j'essaie de garder aussi notre propre style et on joue pas en fonction uniquement que de l'adversaire, quoi. Ouais. Il y a les points forts à retenir et puis appuyer surtout sur les points faibles de l'adversaire. D'accord. Là, tu choisis après Auxerre, euh, partir en Espagne. Tu avais d'autres choix ou c'était une volonté, toi, pour toi, le championnat espagnol correspondait? Bah, une année avant déjà, oui, moi c'était vraiment le championnat d'Espagne. Tu voulais aller là, Et une année d'accord. avant, ouais, une année avant, j'avais Tenerife qui était venu me voir à Auxerre. Enfin, je les avais rencontrés, le président. À l'époque, c'était Hugh Penkes qui était entraîneur de Tenerife. Bon, il voulait à tout prix que j'aille à Tenerife. Et puis je me sentais pas, voilà, je me sentais pas suffisamment costaud pour aller à Tenerife. C'était une île. Je venais d'avoir ma fille, ma première fille. Bon, c'était pas le bon moment, puis ils se sont pas mis d'accord sur l'indemnité de transfert non plus, donc Ouais. voilà, donc je suis resté une année de plus à Auxerre. Et après, oui, à la Corogne, donc là j'étais bien dans ma tête, j'étais prêt à partir à l'étranger. Tu es en Et fin de en plus, contrat? c'était juste. Non. Non, il me restait un an, je crois, un an de contrat. Et oui, c'est ça, il me restait un an de contrat. Et puis je venais de jouer l'Euro 96 avec l'équipe de France. Ouais. Et puis derrière, je suis parti à la Corogne, quoi. Donc Et ça a été vraiment une. à cette Ouais, ça a été époque-là, vraiment c'était pas la mode de partir aller en Espagne. Si, il y en a beaucoup qui partaient. Non, cette époque-là, il y avait euh, beaucoup. Non. alors à cette époque-là, alors c'était juste après la loi Bosman, donc il y a C'est le eu Ouais, début. beaucoup de C'est le joueurs à début. quitter, hein. ouais, c'est le début, Ouais. ouais. C'est le début. Je crois que par exemple Franck Leboeuf est parti à Chelsea, Mm. Zinedine Zidane est parti à la Juve, je crois. De Sailly au Milan, je crois Yori, aussi. Après. Yori Djorkaeff à l'Inter de Milan, je crois. Voilà, il y a À eu pas mal l'Inter, de ouais. joueurs à quitter, Ouais, juste après l'Euro. Ouais. c'était Mm. le début. Donc, Et la ouais, Corogne, la Corogne, en plus, c'était la grosse équipe. Ah oui, C'était ouais, ouais, Deportivo. ouais, ouais, ça. c'était la grosse Oui, on équipe avec les a. Brésiliens qui jouent au milieu. Tenerife, c'était la période de Tenerife, quand ils te sollicitent, je pense que c'est la période de fin de Redondo avant qu'il parte, je crois, Exactement. au Real. Ouais, C'est c'est ça? ça. C'est ça. Ouais, ouais. Ouais, c'est ça. Ouais, c'était une belle équipe. Et ouais, ouais. À la Corogne, ouais, quand j'arrive, il y a Rivaldo qui est recruté aussi. On a pas mal de joueurs. Et puis on termine troisième derrière le Real et le Barça. Donc c'est vrai que ça avait été une Et superbe nous, on voyait saison. ça l'équipe du dimanche, hein, Manu?
Ouais. Ouais. Bah oui. Là, c'était une grosse saison pour toi. Tu as fait 13 buts, je crois, qui marquaient, et puis tu as fait X matchs, Ouais, tu as pratiquement tout joué. Donc là, par contre, ouais, est-ce que ouais. tu as découvert une autre façon de procéder? Toi, encore une fois, pour l'ADN de ta Oui, carrière d'entraîneur, oui, est-ce que c'était oui. totalement différent? Alors pour mon ADN, je ne sais pas trop, mais en tout cas, même encore aujourd'hui, je pense que c'est vrai. On critique souvent le championnat français et moi, je suis parti en Espagne et je suis revenu après un championnat français. Ouais. Et en Espagne, on a beaucoup plus de liberté offensive. C'est vrai qu'on les tâches défensives, moi, de ce que je me souviens, c'était vraiment l'aspect offensif et on avait plus de facilité parce qu'il y avait moins de marquage qu'en France. Donc c'est surtout ça que je trouve qui a fait la différence. Et quand je suis revenu à Strasbourg, un an et demi après, je sortais de 4 mois de blessure, mais les 6 premiers mois, j'ai pas mis un but et parce que physiquement, j'étais pas prêt. En France, quand on n'est pas prêt physiquement, on fait pas de bons matchs, on Ouais, n'est toi, pas tu bien. dis que la partie athlétique est plus importante peut-être en France, mais la Ouais, partie ouais, il y a technique, l'utilisation du ballon, des espaces, on va dire l'intelligence de ouais, jeu, le jeu proposé en Espagne était plus intéressant et plus important qu'en ouais, France, ouais, je veux dire. tout à fait, Et ouais. par contre, une Et question sur puis, l'Espagne, là, parce que c'est ce que j'ai vu, Ouais, la première année, tu cartonnes, tu fais une année de fou. ouais, La deuxième ouais. année, rien. Pourquoi? Pourquoi Bah, d'une année sur l'autre, il n'y avait rien? parce Changement que je me d'entraîneur? suis blessé. Non, 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 pas du tout. La fin de saison, je fais 34 matchs et je Ouais, me blesse à 3, 4 matchs de la fin. J'ai un problème, j'ai une tendinite adducteur d'accord. et je fais finir la saison. Je redébute la saison suivante. On va à Tenerife, je crois. Je joue ce match-là et on reçoit Auxerre en Coupe d'Europe. D'accord. Et là, je me reblesse de nouveau au match aller. Et puis après, ont commencé mes problèmes d'adducteur. Et là, ça a duré 3, 4 mois. J'en ai eu un petit peu marre de vivre avec le staff médical qui n'était pas à Ouais, l'auteur du club et de ses joueurs. Et là, j'ai commencé à avoir des contacts avec Strasbourg et j'ai voulu rentrer. Voilà. Quand on d'accord. est à l'étranger, on se sent bien quand on joue au football. Quand on joue pas au football, on n'est pas dans son Ouais, pays, t'as pas la on se sent un famille, t'as peu pas moins bien. les amis. Ouais, Ouais. peut-être. Ok. Et ça, tu l'avais déjà vécu, ce côté blessure Non, ou écarté un peu? non, Non. Donc là, tu non, découvres non. autre chose. En plus, tu découvres à l'étranger en plus. Ouais. Non, non, j'avais jamais été blessé avant et bon, c'était pas une grosse blessure, hein, c'était une tendinite adducteur. Bon, après, je me suis auto-opéré comme m'avait dit le médecin à l'époque. Je me suis pété l'adducteur sur une frappe Ouais. et, et donc là, ils ne respectaient pas le délai de cicatrisation. J'étais venu voir le professeur Jäger aussi à Strasbourg, qui m'avait dit que c'était rien de méchant, qu'il fallait juste voilà, récupérer avec plus de jours. Et puis, quand j'ai signé à Strasbourg, j'ai plus de soucis. Voilà. D'accord. Donc là, tu es revenu en France. Donc là, du coup, en Oui, fait, tu fais Strasbourg, t'enchaînes Bordeaux, t'enchaînes oui, de nouveau Strasbourg. Là, tu fais exactement. deux grosses saisons et tu termines à Mm. Clermont. L'équipe de France, Oui, pareil, tu fais combien? Tu as dit 3 ans en équipe de France. c'est ça, oui, Jusqu'à oui. que Zidane arrive, comme il a dit, Imed, à Bordeaux et Zidane Oui, prend la relève donc, de ton poste. Toi, oui. de ces différentes saisons de joueurs, encore une fois, l'expérience étrangère et le retour en France, est-ce que tu as d'autres entraîneurs là-dedans qui te marquent ou des choses qui te marquent dans ta carrière? Non, 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 rien de particulier, même. Bon, j'ai un entraîneur avec qui j'avais de bonnes relations, c'est John Toshak à la Corogne, que j'ai encore vu il y a 3, 4 mois au téléphone. Mais ouais, on avait eu un très bon contact parce que c'est vrai que j'avais fait une bonne saison et lui il s'était fait écarter un peu avant la fin de saison, la première saison. Et c'est le premier entraîneur, enfin, j'ai jamais connu un entraîneur qui fasse ça par la suite. C'est quand il se fait écarter, il m'appelle pour me remercier pour tout ce que je lui avais apporté, quoi. Mm. J'avais trouvé ça vraiment très classe. Et puis voilà. Mais autrement, non, sur l'aspect philosophie, alors l'Espagne où bon, on avait quand même des Brésiliens dans notre vestiaire, c'était vraiment assez décontracté dans le vestiaire. C'était pas dans la concentration, c'était assez cool, mais ça ne nous empêchait pas après d'être bon sur le terrain. Donc toi, tu as eu dans ton évolution
côtoies aussi bien au début des joueurs donc plus amateurs, quoi, plus pro, mais on va dire moins niveau international. Après, tu as côtoyé le très haut niveau. Donc, est-ce qu'on voit réellement une différence entre ces deux paliers? Est-ce que vraiment, individuellement, je parle, pas collectivement, est-ce que les joueurs qui sont au très haut niveau sont en équipe de France ou internationale parce qu'ils ont des qualités naturelles, ou est-ce que c'est des acharnés de travail et ils ont juste travaillé plus que les autres pour arriver là? D'après toi, c'est acquis ou pas? Ça, non, alors ça dépend de chaque personne. Je vais prendre deux exemples de Brésiliens. J'ai joué avec Rivaldo et j'ai joué avec Jalminha. Rivaldo, c'était quelqu'un qui était sérieux, qui travaillait, limite pas brésilien, quoi. Oui. Et par contre, Jalminha, il était capable de dire à la fin d'un match, bon les gars, ce soir je sors, demain matin vous ne verrez pas l'entraînement, quoi. Et le lendemain matin, vous ne voyez pas l'entraînement. Voilà, c'est des joueurs qui pourtant a laissé une trace à la Corogne, des joueurs de qualité, mais par contre, pas spécialement travailleurs, ils aimaient le ballon, quoi. Après, voilà, pas très professionnel. Il y a un peu de tout. Il y a des joueurs qui font une carrière sur leur qualité individuelle et d'autres qui le font aussi parce qu'ils travaillent beaucoup à côté, quoi. Et est-ce que tu considères que sur ce cas-là que tu as démontré, est-ce que tu considères que il aurait fait des efforts ou en étant plus sérieux, il aurait été vraiment meilleur, ou pour toi il était à son niveau, c'était un joueur qui était comme ça, quoi. Est-ce que tu penses que le travail Moi, je, pour lui aurait été une plus-value? moi, je pense que c'est bien sûr moi c'est ce que je pense. Maintenant, c'est vrai que les Brésiliens ont souvent cette image-là, cette étiquette-là où ils ont besoin de faire la fête pour être bien sur le terrain. Donc peut-être que si on lui avait enlevé ça, il aurait été malheureux aussi Oui. et n'aurait pas été à son niveau, quoi. Donc c'est vrai que ça dépend de chacun, hein. Ça dépend de la personnalité de chacun. À Et toi? l'inverse, excuse-moi Philippe, Vas-y, vas-y, à vas-y. l'inverse, dans le même club et à la même période, tu as Mauro Silva qui a joué Ouais, pratiquement Oh là là jusqu'à… là, un monstre, un monstre. ouais. Il a joué, je crois, Mauro jusqu'à Silva, 38 ans. Donato, Ah là, Donato, c'est Ouais, là, pareil. ouais. C'est des garçons qui Quel ont Donato, bel il a joué. dû effectif aussi, hein. Quel superbe plus de 40 ans. effectif. Mmh. Ouais. Ben, tant qu'on y est, quels sont les joueurs dans ta carrière de joueur, avant de basculer sur le côté coach, Ouais. quels sont les joueurs qui t'ont marqué de tous tes clubs que tu as fait ou ceux que tu as côtoyés? Est-ce qu'il y en a qui vont… Euh, ouais, moi c'est Rivaldo, le premier qui me vient en tête. Ouais. Ouais. C'est Rivaldo, ouais, qui était capable de prendre le ballon dans notre camp et puis d'annuler tout le monde et puis d'aller marquer un but de l'autre côté, quoi. Donc c'est vrai qu'il Ouais. créait le danger. Autant quand on l'a vécu, on se dit, tiens, il a donné son ballon. Et autant, deuxième saison, quand il est parti au Barça, il nous a manqué. Donc on le Ouais. regrettait aussi, quoi. Ouais, tu vois. C'est souvent comme ça. Et toi, Ouais. personnellement, quand on parlait tout à l'heure des joueurs sérieux en dehors et tout ça, alors toi, on va partir du principe que tu avais une différence de taille et que moi, je suis dans ta taille aussi. Et souvent, on peut mettre ça comme un soi-disant handicap, ou alors on est souvent relayé par rapport à d'autres joueurs qui ont un profil beaucoup plus costaud, plus grand. Est-ce que pour toi, tu as fait des efforts? Là, je parle pour les gamins ou autres qui écoutent. Ou pour les entraîneurs qui ont des joueurs un peu moindres en gabarit, est-ce que tu as fait des efforts sur d'autres qualités pour passer ce cap d'aller jouer avec des joueurs qui étaient autres? Le mental, Euh, le physique, je sais pas. ouais, ma taille m'a jamais dérangé. J'y ai jamais pensé. Ce que je voulais, c'est bien sûr jouer avec mes qualités. C'est vrai que quand on peut avoir un temps d'avance sur l'adversaire dans la prise de décision, c'est important aussi quand au niveau de la taille, on est un petit peu, enfin, on est plus petit. Ouais. Et voilà, il y avait ça, la qualité technique, donc tout ce qui est prise de balle, changement de rythme, voilà, c'est les feintes, c'est des choses qui sont importantes justement pour gommer la différence de taille entre un grand et un petit. Des appuis de feu aussi, je me souviens. Des Oui, très oui, bons appuis au oui. sol. La technique. Ouais. Oh, oui, oui. Non, non, mais c'est vrai. Mais bon, Manu, tu n'es ça, pas grand? c'est. Manu, tu es grand? Moi, je fais un 78, mais moi, j'ai pas la qualité technique de notre invité, hein, loin de là. Mais je me souviens qu'à chaque génération, on avait un petit peu des joueurs du profil de Corentin aussi, hein. Ouais. Un qui est passé par Bordeaux et qui a Et Ben eu Arbia. une carrière, Gigi, enfin Girez, rappelez-vous. Giresse, Oui, Ziani, oui. tous ces profils-là, quoi. Il y Ben en a eu Arbia, d'autres. hein.
Serge Chiesa pour les plus anciens, Fleury Dinalo pour les plus anciens. Voilà. C'était tous des gabarits, hein, des petits gabarits. Ouais. Mais exactement avec les mêmes qualités, en tout cas beaucoup de qualités semblables à celles de Corentin, quoi. Ouais. Est-ce que- Vas-y, Ça s'appelle des joueurs de ballon, quoi. C'est des gens qui ordonnent le stratèges. jeu, qui maîtrisent le Oui. jeu. Enfin bref. Imed, tu voulais… Moi, je disais, Rui Barros à Monaco était pareil aussi. Oui, Exactement. Ouais, putain, oui. Et Ouais. donc là, bascule, tu passes, donc tu arrêtes ta carrière de joueur. Est-ce que déjà dans ta tête, tu savais ce que tu voulais faire après joueur? Non, franchement, moi j'avais fait quelques investissements. Enfin, j'avais investi dans une société justement pour préparer un petit peu la fin de carrière. Ouais. Mais c'est ma passion a toujours été le football mais j'ai jamais pensé entraîner, même si à la fin de ma carrière j'ai commencé à passer les diplômes. Et puis par un concours de circonstances, j'ai été contacté par le président de Brest pour aller superviser un joueur et je demandais à ce qu'on se rencontre parce qu'il fallait que je sache qui c'est que je représentais, quoi. Ouais. Et puis c'est là qu'on a voilà, il m'a proposé de devenir directeur sportif de Brest et voilà, j'ai intégré ce poste-là parce que dans ma tête, ça m'intéressait de revenir dans mon club, faire des choses, recrutement, mettre une identité aussi au club. Mais je ne pensais pas au métier d'entraîneur parce qu'on sait que c'est très fragile et que j'avais pas envie de nouveau de bouger avec ma famille, aller à droite, à gauche. Et c'est pour ça que voilà, c'est un poste qui m'intéressait et je l'ai fait 6 ans à Brest, directeur sportif et 3 fois intérimaire en tant qu'entraîneur. Donc, Pour la pige. voilà. Parce que là, quand tu dis directeur Ouais, sportif, tu étais en D2 à l'époque ou D1 quand tu es arrivé? on a fait 3 ans de Ligue 2 et 3 ans de Ligue 1. D'accord, ok. Et oui, donc là, comme tu le dis, donc déjà, toi, tu étais plus dans une idée d'aider à construire un projet. Tu étais déjà dans l'idée plutôt C'est globale que ça. plutôt individuelle, quoi. Ouais, Ok. tout à fait. Et là, quand tu prends donc, à Brest, donc bien sûr, tu as fait les 3 piges. Donc là, c'est intéressant. C'est parce qu'en fait, tu voulais pas aller dans le côté coach qui bouge de nouveau partout et voilà, le métier de coach, on le connaît, et ça peut vite partir dans tous les sens. Donc toi, tu étais plutôt dans une stabilité pour toi et ta famille. Et au final, on te donne quand même, bon, c'était l'occasion, on te donne l'occasion de faire une pige. À l'époque, c'était la D2, la première pige. Oui, tout à fait, ouais. Donc là, vas-y. C'est vrai que j'étais parti sur ce rôle de directeur sportif, alors sans savoir si le métier d'entraîneur allait aussi me plaire, quoi, allait me passionner. Donc, et je pense que c'est à travers les 3 piges que j'ai faites à Brest où j'ai retrouvé, j'avais envie on trouve cette adrénaline qu'on a perdue quand on était joueur. Hein. C'est vrai que quand on est directeur sportif, on est dans la tribune et on vibre quand même, mais c'est différent. Et c'est vrai que quand j'ai pris l'équipe de Brest donc en Ligue 2, ça s'est bien passé. Bon, comme j'étais en train de travailler pour faire venir un entraîneur, c'était Gérald Batic cette fois-là, ça a traîné parce qu'Auxerre ne voulait pas libérer, donc j'ai fait 4 matchs en tant qu'entraîneur. Et puis après, quand il est arrivé à Brest, j'ai laissé la place à Gérald, quoi. Voilà. 4 matchs, 4 victoires, il faut signaler. Donc derrière, tu fais une pige en Ligue 1. C'est derrière, juste Oui. derrière, tu fais la pige en Ligue 1. Ça veut dire que tes 4 matchs, 4 victoires, c'est pas lors de la montée quand même. Non, non, ça doit être 3 ans après, je crois que je dois faire la pige en Ligue 1. Ouais. Et 3-4 ans après, ouais. Et donc, puis, pige en Ligue 1, tu as maintien. Oui, sur 5 matchs, quoi. Sur 5 matchs de la fin. Donc, on a réussi à se maintenir. C'est vrai que ça a été un soulagement parce que c'est beaucoup de pression. Faut se maintenir et on arrive, c'est court. Et bon, on y a réussi. Et c'est vrai que c'était super, quoi, d'avoir réussi à maintenir l'équipe. Tu as retrouvé des sensations sur celui-là, sur le coup du maintien? Est-ce que tu as retrouvé la sensation, le public, la pression, comme tu dis, c'est des trucs qu'on ne retrouve pas tout le temps? Parce que la pression en Ligue 1, c'est quand même énorme pour un club. Oui, tout à fait. Ouais. Je parlais d'adrénaline et c'est vrai que quand on est au bord du terrain, même si on n'est pas sur le terrain, on le vit beaucoup plus que dans les tribunes, quoi. Et c'est vrai qu'il y a
il y a ce petit stress, cette adrénaline qui fait que voilà, on a envie d'aider cette fois-ci, c'est d'aider les joueurs pour que ça se passe bien et puis pour gagner les matchs. Et voilà, à travers ces matchs-là, ça m'a donné envie de poursuivre. Et question là-dessus. Même si, même si Vas-y. voilà, quand on se maintient en Ligue 1, mon choix n'était pas de continuer en tant qu'entraîneur. Et donc, c'était de revenir à mon poste de directeur sportif et on a fait venir un autre entraîneur On te la l'a saison proposé suivante. Quoi. On te l'a proposé de continuer? Non, le président a regretté après. D'ailleurs, il m'a dit j'aurais dû. J'ai fait une erreur. Ouais. C'est étonnant que derrière, on ne te donne pas l'occasion de prouver. Parce qu'en plus, toi, 2 fois, tu viens en cours. Donc, en cours de saison, c'est pas évident, hein, on est d'accord, de prendre un groupe en cours de saison, en plus sur un cas de maintien. Donc, par contre, le bon point, je ne sais pas comment tu as réagi quand tu as dû faire tes premiers speech, de te retrouver devant tout le groupe, parce que c'est peut-être ça, le côté coach, qui n'est pas évident, surtout dans un maintien, je pense, de te retrouver à devoir mobiliser des joueurs, à devoir prendre la parole devant des gars. Tu l'avais jamais réellement fait. Donc, est-ce que ça, pour toi, ça a été simple ou ça m'a pas posé de problème parce que ça m'était arrivé déjà d'intervenir dans le vestiaire devant les joueurs, donc ça me posait pas de problème même si une causerie, c'est super important avant un match et il faut vraiment aller droit au but. C'est 10 minutes et puis voilà quoi. Mais non, ça m'avait pas posé de problème du tout et non, rien de spécial. Alors maintenant que tu dis ça, c'est bien parce que je rejoins ce qu'on a dit au début. Quand tu as dit que tu étais un meneur naturel sur le terrain. On est d'accord, quand tu étais joueur, tu étais plutôt meneur naturel sur le terrain et tu disais en gros que tu n'étais pas un meneur de vestiaire. Là, tu t'es retrouvé mais plutôt en fin de carrière, donc tu as mûri tout ça. Là, tu dois être un meneur de vestiaire parce que quand tu passes entraîneur, souvent l'entraîneur, quand il fait son speech ou quand il prépare ses joueurs, quelque part, il est un des premiers meneurs leaders avec peut-être des joueurs clés. Mais là, tu t'es retrouvé dans un rôle que, comme tu dis, c'était pas ta façon d'être quand tu étais joueur. Donc là, tu as changé de profil. Là, tu deviens, malgré tout, un leader de vestiaire. Ouais, oui, mais encore une fois, avec chacun sa propre personnalité. Il y en a qui vont crier, qui vont parler C'est beaucoup, ça, d'autres qui vont je voulais parler arriver à ça. moins. Voilà. Et c'est vrai qu'un entraîneur, c'est un guide. C'est un guide pour son équipe, donc c'est à lui d'indiquer la direction et surtout d'entraîner tout le monde avec lui. Et pour ça, il faut s'intéresser à tous les joueurs, il faut être juste avec tout le monde. Et en tout cas, c'est ce que je pense, être honnête. Mais aussi, moi, je suis quelqu'un qui suis assez proche des joueurs. Je chambre un peu les joueurs. Voilà, je suis pas quelqu'un qui va mettre cette barrière entre le coach et les joueurs. Je le fais naturellement, quoi. Mais et c'est vrai que ça m'a posé aucun problème que ce soit. C'est pas un problème. Je veux pas être autoritaire. Je veux avoir l'autorité sur mes joueurs, mais cette autorité-là, je veux la gagner par rapport à ma nature et justement par rapport à mon honnêteté et que les joueurs me respectent comme ça. Quoi. Et le Corentin entraîneur, il est comme le Corentin joueur dans sa philosophie de jeu. Oui, c'est ça. Est-ce que alors uniquement qui aime le jeu, qui aime faire jouer les autres, oui, ballon, bien sûr, bien sûr. Je pense que tous les passionnés, de football veulent voir des passes, des tirs, des dribbles, de la création, ça c'est sûr. Mais après, on fait en fonction de ses joueurs. Mais moi, je suis pas dans cette parce que ça a souvent été le débat. Ouais, c'est quoi ta philosophie de jeu? Est-ce que c'est plus la possession ou pour moi, c'est des conneries, ça. Pour moi, c'est t'as le ballon, c'est quoi? C'est que tu essayes d'attaquer le plus vite possible pour pas que l'adversaire se replace. Donc, pour moi, il y a plusieurs phases. Il y a une phase où on essaye de marquer rapidement, une autre phase quand l'équipe adverse s'est repliée. Là, il y a une phase de possession, ouais, bien sûr. Mais voilà, moi, c'est surtout ça la demande que je fais à mes joueurs. Quand on peut jouer vers l'avant rapidement, on le fait. Quoi. Voilà, mais par contre, oui, on essaye. On repart de derrière, on essaye d'avoir beaucoup de mouvements, de permutations et de repartir court de derrière. Donc là, du coup, tu te retrouves, tu relances pas ton poste quand on te donne pas l'occasion de continuer par la suite ton poste de directeur
sportif par rapport à des aléas du football avec les dirigeants, tout ça. Ouais, ouais. Bascule vers donc la sélection. Comment tu y vas? Pourquoi? Est-ce que ça t'intéresse d'y aller? Et est-ce que tu n'as pas d'autres touches? Alors, quand j'ai quitté Brest, pour moi, il y avait deux possibilités de rebondir. C'était soit en tant que directeur sportif ou soit en tant qu'entraîneur. Bon, j'avais pas le diplôme pro à l'époque pour poursuivre dans un club de pro, euh, mais euh, mais bon, j'étais à l'écoute de tout. Et puis j'ai eu un premier contact avec le Mali pour prendre la sélection du Mali. Ça s'est pas fait. Et puis un an après, il y a la Mauritanie qui change d'entraîneur. J'avais eu 2 joueurs mauritaniens à Brest et ils m'ont mis en contact avec le président. Et puis on s'est rencontrés. Et voilà, quoi, ça fait 6 ans aujourd'hui. 6 ans. Je suis Déjà, sélectionneur de Mauritanie. durée, on est d'accord, les gars, durer Ah 6 ans oui. sélectionneur. Bon, à part Deschamps qui tient, on va dire, on a Corentin Martins qui tient aussi. Et après, c'est peut-être pas la même catégorie de sélection. À quel niveau ça donne une sélection Mauritanie? C'est quoi le niveau pour toi, une sélection mauritanienne? Ouais, c'est difficile de donner un peu le niveau, mais j'ai des joueurs qui jouent beaucoup en national, Ligue 2, et encore, ils sont pas toujours titulaires en Ligue 2. Donc, ouais, je dirais que c'est une équipe qui mérite, c'est plutôt le niveau Ligue 2. Voilà. D'accord. Tu les vois, Ouais. tu fais ça à l'année, tu es tout le temps là-bas ou comment ça se passe? Une sélection. Quand tu es sélectionneur, tu y es combien de fois? Tu fais sur une année, c'est Euh, j'y, j'y vais tous les mois, j'y vais tous les mois, j'y vais tous les mois pour, bah, déjà, on a nos matchs, les 5 ouais, dates qu'il y a, et puis après, entre les matchs, je me déplace, je vais voir le championnat local aussi, voir les joueurs. ouais. Puis je vois aussi des joueurs qui travaillent et qui jouent à l'étranger, quoi. Parce que j'en ai en Espagne, j'en ai un peu au Maroc, j'en ai un peu partout. Mais c'est vrai que j'en ai plus aujourd'hui expatriés parce qu'avant, quand je suis arrivé au tout début à Mauritanie, j'avais 7 joueurs expatriés et le reste, 16 joueurs locaux. Et aujourd'hui, c'est D'accord. l'inverse. J'ai 16 expatriés et 7 locaux. Donc Dû à voilà, quoi? mais les joueurs, bah, je pense que les joueurs, à travers la sélection, ont pu montrer leur qualité Ouais, et ont été recrutés comme ça. ouais. Parce que les clubs en Mauritanie, c'est la seule fois où se sont inscrits dans les différentes coupes africaines, c'est l'année dernière. Donc d'habitude, ils n'y allaient pas parce que c'est un coût qui est important et qu'il n'y avait pas assez de moyens pour pouvoir s'inscrire dans les différentes coupes. Est-ce que c'est difficile d'être sélectionneur de la Mauritanie? Les structures ou les finances, je veux dire, est-ce que tu as tout pour faire du bon boulot? Alors, dur. Moi, je prends beaucoup de plaisir. Déjà, c'est vraiment une super aventure humaine. J'ai vraiment de très bonnes relations avec mes joueurs, avec mon président, avec les dirigeants. Euh, c'est pas dur. Bien sûr qu'on veut tous avoir des joueurs qui jouent au Real Madrid. Là, c'est pas le cas. Ouais. Mais je fais avec et je prends beaucoup de plaisir et ils sont très à l'écoute et on a créé des surprises et on s'est qualifié pour la première fois pour la CAN en 2019. Donc pour le pays, on a vécu vraiment de très belles émotions. Donc on essaye de créer des surprises et on a failli d'éliminer à la CAN la Tunisie. On a failli de se qualifier à leur place. On a fait 0-0 alors on a eu plus d'occasions qu'eux, mais on n'a pas réussi à le faire. Mais voilà, on cherche toujours malgré le fait peut-être qu'on soit inférieur sur les qualités individuelles des joueurs, on cherche collectivement à être meilleur que l'adversaire et à créer des surprises. Donc on essaye de faire des miracles à chaque match, mais Ouais. avec beaucoup de plaisir. C'est Tu marrant sens parce que tu as façon de parler. Je sais pas, Imed, je sais pas ce que tu en Ouais, penses ouais. ou Seb. Non, mais je voulais lui poser une question Vas-y. par rapport à la Coupe d'Afrique, parce que je l'ai suivi. Est-ce que tu sens une progression, c'est-à-dire, entre guillemets, les petites nations qui commencent à être bien structurées sur le plan du jeu, c'est beaucoup mieux qu'avant, parce qu'on voyait dans les années 90-2000, on voyait que le continent africain il y avait ou des fortes nations et des toutes petites, alors que là, on sent que c'est un peu plus homogène. Et en fait, le niveau en fait, se rapproche. Les petites nations travaillent de plus en plus correctement.
Et en fait, on a vu une CAN fraîche sur le plan du jeu, vraiment une CAN intéressante. Donc, je ne sais pas si tu as vu ce côté-là où il y a une progression du foot africain globalement. Non, c'est vrai que on le voit régulièrement, hein, les petites nations de football sont capables de créer des surprises face aux grandes nations. Je pense voilà, le Zimbabwe qui est une belle équipe, et il y en a d'autres encore, mais c'est vrai que l'Ouganda qui est présente aussi. Donc c'est vrai que c'est alors savoir pourquoi elle progresse. Alors c'est peut-être par rapport à la formation aussi des coachs qui peut-être vont vers l'extérieur voir faire des stages, des choses comme ça. Euh, les joueurs aussi qui jouent des compétitions aussi africaines avec leur club. Et puis il y a aussi tous les pays recherchent des binationaux ou des joueurs qui jouent à l'étranger. Donc on est tous à la recherche de joueurs qui puissent améliorer l'équipe. C'est marrant Mais, parce que. Vas-y, mais finis. c'est vrai que pour parler ça fait 6 ans que je suis en Mauritanie, mais j'y suis parce que à chaque fois que j'arrivais en fin de contrat avec mon président, je me rappelle qu'il y a eu 1 ou 2 fois, j'ai dit au président, voilà, président, j'aimerais bien poursuivre parce que je trouve qu'on n'a pas encore exploité tout le potentiel des joueurs. On est capable d'aller plus haut encore. Et ça a été à la fin de mon premier contrat. Et derrière, on s'est qualifié pour la CAN. Donc, je ne m'étais pas trop trompé. Aujourd'hui, j'ai aussi une génération qui est assez jeune. Donc, le plus difficile, quand je suis arrivé, c'était de prouver, de montrer aux joueurs qu'ils avaient des qualités et qu'ils étaient capables de faire de belles choses. Moi, c'est surtout ça où j'ai apporté quelque chose, où j'ai amélioré l'équipe, c'est la confiance des joueurs. Les joueurs, au départ, quand ils débutaient un match, dans leurs yeux, je disais qu'est-ce qui va nous tomber sur la tête aujourd'hui. Alors qu'aujourd'hui, ce que je vois dans leurs yeux, c'est on va les battre. Donc c'est vrai que c'est ce comportement qui a changé. C'est marrant parce qu'à t'écouter, je ne sais pas ce qu'ils vont en penser les autres, mais à t'écouter, tu n'as jamais eu envie d'être formateur, d'être. Parce que si je relève les mots que tu dis et ta façon de Ouais. penser ou autre, ta philosophie, c'est évolution, progression, plaisir, prendre plaisir, apprendre. Tu as dit comprendre, que les joueurs comprennent ce que tu leur apportes, découvrir, qu'ils se découvrent, exploiter leur potentiel, génération jeune. Tout ça, c'est la formation. C'est quoi? C'est la formation ou c'est un projet long, durable, on va dire, où tu as tes joueurs, tu les conserves. Du coup, ta sélection, ça peut être ça. Je pense que c'est plutôt comme ça que tu la vois. Tu as un vivier de Ouais. joueurs. L'objectif, c'est de les amener à être au de leur presque créer un club. Hein. Oui, ça me fait penser Ouais. à. C'est vrai. Non, mais alors, moi, je me considère déjà comme un passionné de foot, quoi. Voilà, j'adore ça et je veux je veux aider n'importe quel joueur à passer par les émotions que j'ai vécues moi en tant que joueur. C'est tellement extraordinaire de donner des émotions et d'en recevoir aussi de la part d'un public et de leur aider, de les aider, puis de leur faire découvrir ça. Moi, encore aujourd'hui, j'ai des petits gamins qui ont fait mes stages de foot à Brest. À l'époque, ils avaient 10 ans. Gamins qui signent pro aujourd'hui. Je lui envoie un message. Je dis, écoute, c'est bien, mais c'est pas fini. Le plus dur commence. Chaque jour, prends du plaisir, amuse-toi, cherche à progresser tous les jours pour aller plus haut et pour jouer. Quoi. Voilà, et pourtant, c'est des gamins que je n'ai pas aujourd'hui, mais et on échange un peu comme ça. Ouais, c'est ça. J'ai surtout envie de transmettre quelque chose pour que les joueurs prennent du plaisir. C'est tellement extraordinaire. Et j'aimerais encore jouer aujourd'hui, mais bon, c'est fini. Mais ça a été tellement extraordinaire ce que j'ai vécu en tant que joueur que je veux que les joueurs vivent la même chose. Quoi. Une petite question. Toi qui as joué, qui était en meneur de jeu, qu'est-ce que tu en penses de voir de moins en moins de joueurs de ton profil comme ça, tu vois, les anciens un peu numéro 10. Je vois Seb, il en rigole encore, tu vois, des numéros 10 derrière 2 attaquants, on en voit de moins en moins. Qu'est-ce que tu en penses? Est-ce que c'est par rapport au profil? Est-ce que c'est les entraîneurs qui sont un peu plus frileux et ont fait reculer le type de joueur comme toi à un poste un peu plus reculé? Plutôt 8. Comment tu vois ça? Ouais, c'est ça. Ouais, non, mais je sais pas du tout si un numéro 10 est si essentiel que ça sur un terrain, quoi.
Aujourd'hui, on a besoin surtout de joueurs techniques pour créer du jeu. Et je pense que par rapport à auparavant, on a plus de joueurs techniques. Aujourd'hui, les défenseurs axiaux, les latéraux, ils n'ont pas les mêmes qualités techniques qu'auparavant. Donc, ça a beaucoup évolué. Aujourd'hui, tout le monde est capable de créer quelque chose et de jouer vers l'avant, quoi. Donc, je pense que avant, on passait souvent par un joueur, parce que c'est lui qui allait éclairer le jeu, c'est lui qui allait faire la dernière passe, c'est lui qui allait sortir le ballon d'une zone où il y avait beaucoup de monde, sortir d'un pressing, l'orienter. Et aujourd'hui, il y a beaucoup de joueurs qui sont capables de le faire. Oui, mais Corentin, maintenant on joue souvent avec un attaquant, on en enlève un. Oui. On joue plus avec un 10, on met une pointe basse. Mhm. Toi, en nombre, on a moins de joueurs entre guillemets offensifs. Je ne doute pas de la qualité du niveau maintenant de certains, mais en nombre, on enlève, on joue plus à deux. Quand c'est très très rare. Enfin, Ouais. Ouais. Ouais, il y a. oui, il y en a encore, Ça, mais tu joues. Voilà, ouais. le 4-4-2. Moi, Après, ce c'est qui me des fait peur, joueurs c'est qui, c'est des qu'on joueurs joue qui qu'une s'amènent, pointe. qui changent. Ouais, on joue qu'une pointe. Ouais, C'est le mais système, en fin de compte, je parle pas Les forcément des latéraux, joueurs. maintenant, les latéraux, ils participent vachement, ils sont limite des ailiers. Tu as les 6 ou les 8, souvent tu as les 8, ils sont très hauts. Le 6, même lui, il est capable de percuter. Oui. Donc, ta partie offensive, si ton bloc est haut, bah, tu en as autant, voire plus, si tu veux, aujourd'hui. Ouais, mais En Espagne, tu as dû le voir. On en a on parle parlé avec. souvent des Oui. on Pardon. parle souvent des animations de jeu. Donc, Oui, Tu te rappelles ce que disait Fabien? Ils enlevaient parce que généralement, la pointe, elle était capable de garder. Elle était capable de Oui. jouer, surtout en point de fixation. Et c'est vrai qu'on a retiré, moi je suis d'accord avec Seb, on a retiré Oui, une mais vers pointe. le bas. Oui, Toi. voilà. Ouais, c'est ça, vers le bas. C'est pour ça que je dis, on reculait en fait. Bah oui. Ouais, c'est ça. Donc, Mhm. peut-être que ouais, moi, Corentin, qui est C'est un avis, hein. dans le même Je- registre, il aurait joué 6. Hein. non, mais j'ai joué dans un club au Auxerre où je Oui. pense que c'est le club où j'ai pris le plus de plaisir à jouer. Et pourtant, on jouait en 4-1-4-1, on jouait en 4-3-3 ou 4-1-4-1, mais il y avait une pointe basse et deux plus hauts. Donc, on avait 2-8. Moi, je jouais dans un des deux plus hauts, quoi. Donc on avait quand même du monde offensivement. On était souvent, il y avait au moins 3-4 joueurs dans la surface. Donc, je pense que c'est vrai qu'on parle souvent du numéro 10, mais bon, tout le monde le sait que c'est souvent les animations qui font la qualité de jeu et la création. Ouais. On va montrer un exercice, Corentin, comme on fait dans chaque émission, un exercice qui chaque entraîneur propose. Donc là, tu nous as proposé un exercice qui change de ce qu'on a habituellement pour l'instant. Donc c'est intéressant. Donc je le partage. Hop. Donc là, tu peux nous l'expliquer. Donc je le mettrai à disposition, comme d'habitude, sur la page exercice de foot. Donc vas-y, à toi. Ouais, c'est un exercice de contrôle passe, jeu à 2 à 3. Et puis après, au milieu, il y a toute une zone de plot là où il faut passer à l'intérieur. Donc, c'est à la fois de passe et de conduite de balle, parce que c'est vrai que on parlait d'influence un petit peu. Giroud, à l'époque, on faisait énormément de conduite de balle individuelle et énormément de jeux à 2 à 3, mais ballon pour 3, quoi. Et là c'est aussi sortir du marquage dans la source de balle quand elle démarre, sortir du marquage derrière un plot, donc se montrer avec ses orientations de 3/4 pour aller vers l'avant, et puis le joueur à l'opposé, pareil, se montre à l'opposé, quoi. Donc voilà, il y a une prise d'information et puis toujours après, quand on a le ballon pour aller conduire à l'intérieur des plots, de maîtrise de balle, voilà, pour éviter de perdre le ballon quand on a des adversaires face à soi ou dans des petites zones. Ouais, là, pour les plus jeunes, on va dire que la difficulté qu'ils auront, mais ça, au fur et à mesure de la progression, c'est comme tu dis, de se démarquer donc, du marquage, donc sortir de la zone de son opposé, et surtout de se mettre dans une position qui est déjà un peu orientée avant de recevoir le ballon, et de pouvoir, en plus des réceptions du ballon, être presque orienté ou s'orienter sur le contrôle. Donc, il y a rien que sur le décalage, la mise en position, la prise de balle, techniquement, ils peuvent répéter, les joueurs, comme tu dis, répétition sur X années. Ça, tu peux le faire, même aujourd'hui en pro, tu peux le faire. On est d'accord que c'est de la répétition Bien qui sûr, n'est pas inutile, quoi. Tu exactement. le vois tout le temps, quoi. Bah, Après, il y a c'est vrai que sympa. c'est vrai que bon, pour rebondir un peu sur ça,
Giroud, à l'époque, même si ça a fini par me lasser au bout de 4 ans, les entraînements étaient toujours les mêmes. Le mardi ressemblait au mardi, le mercredi au mercredi. Mais il disait souvent que la répétition, c'est la progression. Et là-dessus, il n'a pas tort. Mais bon, ça a ses limites aussi. Mais en tout cas, c'est important. Pour moi, c'est vraiment la base. Tout ce qui est contrôle passe, tout ce qui est conduite de balle, c'est changer de direction, mais tout en maîtrisant le ballon. C'est des choses qui servent tout le temps sur le terrain. Oui. Après, comme tu dis, moi aussi, j'ai connu ça. Et des coachs, je pense que tous, on en a connu, des coachs qui ne changeaient pas trop leurs séances de semaine en semaine. Et, alors, ça peut le faire quand il y a une progression, mais ça peut être usant aussi au bout d'un moment. Là, on est d'accord que ce genre d'exercice, ne serait-ce que le sortir du marquage, trouver une orientation, il m'aide en propose, je sais qu'il en fait pas mal. On peut le faire sous différentes formes à partir du moment où on aura toujours ce démarquage, cette prise d'orientation, cette prise de balle et la vue sur son coéquipier qui s'est démarqué aussi. On peut le faire sous différentes formes et voilà, c'est super. Corentin, je vais poser une question. Oui. À Auxerre, Giroud, il faisait ça, bon, tu l'as eu, mais même avec Verlat, même avec Laurent Blanc, même avec Enzo Sifo, avec tous ces joueurs-là, ils faisaient aussi ça? Non. On ne faisait pas ce genre de choses. Ce n'était pas sous forme d'atelier. C'était vraiment assez libre. Par exemple, tout ce qui est conduite de balle. Et nous, on était dans un carré. On avait un ballon chacun et on conduisait pied droit. On allait conduire pied gauche. Et après, sur un demi-terrain, on prenait un ballon pour 3. Au départ, c'était des passes de l'intérieur, contrôle-passe. Après, c'était des passes du coup du pied, que ce soit pied gauche ou pied droit. Et après, on passait même aux extérieurs. Et même avec votre statut d'internationaux, tous, vous étiez… Oui. Oui, mais là, Seb, là, ce qu'il est en train de dire, c'est intéressant par rapport à ceux qui nous écoutent. Et encore une fois, moi, je le vois avec les 14 ou les 15 que je coach cette année. Et on en est à quoi? À juste la répétition de la base du football. Après, tu peux le mettre sous différentes formes. Mais là, il est en train d'expliquer que même au plus haut niveau, et regarde, ils ont fait le parcours en Coupe d'Europe, tout ça, les contrôles, les prises de balles, plus tu le travailles. Oui, mais répétition toutes les semaines. Non, mais après, je parle pas n'importe qui. Laurent Blanc, Sifo, Martins, Manu. Je sais pas. Seb, je vais t'étonner. J'ai vu un stage à Liverpool. Tu avais Steven Gerrard qui, par jour, faisait 20 minutes de passe. En analytique, mais 20 minutes. Pendant 20 minutes. Oui, tu maintiens. Alors, à différencier les distances, franchement, j'étais impressionné parce que le mec, il disait qu'il faisait ça tous les jours. Tu vois. Alors, ce qui est important, et nous, on parle plus aux coachs qui nous regardent, et on en a plein, surtout qui sont sur les écoles de foot, sur de la formation, sur de la préfo. Quand Quentin a parlé de lassitude tout à l'heure, ce qui est important, c'est de varier justement les ateliers. On peut rester sur les mêmes thématiques, mais de varier. Oui. On peut mettre des petits buts, qu'il y ait une finition derrière. Oui, on peut des circuits de variantes. Par exemple. Voilà, on peut aménager pour ne pas avoir cette lassitude-là qui, pour moi, est importante. J'espère, parce que bah oui, il faut varier, parce que c'est comme quand le mardi matin, tu allais en forêt 40 minutes. Vous savez que le mardi matin, tu allais en forêt 40 minutes. Manu, il rigole, parce que Manu, il a dû en bouffer lui aussi. Non. Vous savez pourquoi je rigole? Vous savez pourquoi je rigole? Parce que j'ai passé, et c'est vrai, hein, j'ai passé une semaine, moi, à Auxerre. J'ai failli signer à Auxerre. Et je revois les exercices qu'on avait fait pendant une semaine, mais c'est exactement ça. C'est exactement ça. C'était la base du football. Après, on aime ou on n'aime pas, mais quand tu vois ce que Giroud a pu faire quand il était à la tête de ce club, tu es obligé de grand respect, quoi. Tu vois. Oui. Moi, c'est plus par rapport au statut des joueurs, tu vois, Manu. Oui, bien sûr. Non, mais je comprends et je comprends très, très bien ce que tu veux dire. Même Corentin Martin, Maïrwa, Cocard, Guivard, Schlaskin. Seb, tu sous-entends qu'à ces garçons-là, on leur apprend pas à faire une bonne passe ou un bon contrôle. Si, dans le travail, mais pas tout le temps les mêmes exercices. Pas les mêmes exercices, je suis d'accord avec toi. Entièrement d'accord. Mais un musicien, quand tu es parti après à l'étranger. Je fais le parallèle avec les musiciens, les très grands musiciens. Et les mecs, ils refaisaient les gammes aussi, hein, les partitions, les machins. Les gammes, voilà, c'est exactement ça, c'est des gammes. Donc, de toute façon,
c'est ce qu'il est en train de dire, mais regarde ce que tu es en train de dire, Ahmed, c'est pareil. Moi, je suis d'accord sur un truc, c'est idéalement, mais après, ça c'est ma vision, c'est idéalement, il faudrait limite que les mecs viennent 20 minutes avant de l'entraînement et ils se font des répétitions entre eux de passes, de contrôle, de trucs basiques. Et après, ils rentrent dans l'entraînement où là, tu peux faire des thèmes plus différents, ça, on est d'accord. Mais Corentin, je suis sûr que de lui-même, il va nous dire qu'il a travaillé ça partout. Après, je suis persuadé que sur les 20 minutes, il y a la qualité du début à la fin. Hein. Ouais, je dis souvent à mes joueurs, réussissez les choses faciles avant de passer à des choses un peu plus compliquées. Quoi, tu vois, et pas prendre le truc à l'envers. Quoi. Non, moi, Corentin, qu'est-ce que tu en penses? Non, moi, ce que je pense, c'est vrai que pour moi, les gammes, on est obligé de passer par là. Que ce soit qu'on ait 14 ans, qu'on ait 25 ans, qu'on soit international ou pas. C'est une répétition. Manu l'a dit, même les plus grands musiciens, ils répètent. Et même les tennisman, ils répètent toujours leurs coups aussi, pareil. Et les footballeurs, on a tendance à dire, on a tendance à dire, ah, ça y est, lui, il sait faire un contrôle, on n'en fait plus, quoi. Mais on le fait. Et c'est pour ça qu'à travers ces entraînements, après, on fait des choses sur le terrain, on le fait vraiment naturellement. Moi, je me souviens d'une chose, j'ai marqué un but une fois, et quand j'ai revu le but que j'ai marqué, j'ai fait ça, mais je ne me suis pas rendu compte que j'avais ça. J'avais conduit le ballon pour dribbler le gardien de l'extérieur du pied, mais avec une facilité, je ne pensais pas en être capable, et je l'avais fait vraiment naturellement. Ouais, naturellement, quoi. Le corps, quoi, ton pied et ta tête, ils ont fait ça parce qu'ils étaient tellement habitués à faire des trucs que du coup, c'est passé comme. Exactement. Les gars, Zidane, pour donner le cas de Zidane, quand il est passé, moi je connais bien Pierrot Labatte. Pierrot Labatte, il fait de l'exercice très technique, on est d'accord. Moi, je suis passé dans ces gammes et tout ça. Moi, je l'ai connu aussi. Tu l'as fait toi aussi, voilà. Mais Pierrot, à l'époque, moi j'y étais aussi quand c'était la période de Pierrot avec Dugas et tout ça. Et c'est vrai que c'était le mur et tu bouffais du appui, remise, l'intérieur, extérieur et t'en bouffais de la répétition à gogo. Mais quand tu maîtrises bien ça, avec les petits pas, je pense qu'il te l'a fait aussi, les petits piétinements, entre chaque la coordination, mais voilà, mais quand tu fais ça, après sur le terrain, c'est vrai que naturellement, ce qu'on voyait avec Lizarazu, quand on voyait qu'il faisait son contrôle, il faisait la passe, et on voyait les petits pas, et puis il enchaînait. Mais quand tu vois l'entraînement de Pierrot Labatte, c'était exactement ça. C'était la passe, le contrôle et les petits pas qu'enchaînaient, quoi. Donc c'est la répétition. On est d'accord. Exactement. Non, mais moi, je rejoins Seb. Oui et non. Enfin, ce que je veux dire par là, c'est que on est beaucoup. Enfin, moi, je suis personnellement étonné parce que je récupère quand même des joueurs, des fois en N2, des garçons qui ont fait de la Ligue 2, qui ont fait du national. Et parfois, je vois des choses qui sont à l'inverse de ce que nous, on peut corriger, par exemple, en école de foot ou à la préfo, ou même parfois à la formation. Les prises de balles pied opposé, enfin des trucs basiques, et on voit encore un certain nombre de déchets. Des fois, on se pose des questions. Et c'est pour ça que c'est important, ce qu'a dit Corentin aussi tout à l'heure, c'est que même enseignant, même en N2 ou même en national, on continue encore à travailler ce genre de choses. Parce que c'est hyper important. Et puis, de faire, de continuer à corriger, malheureusement, même à ce niveau-là, je trouve. Corentin parlait aussi tout à l'heure dans son exercice, et je crois qu'il a intégré l'orientation du corps. Les gars, vous le savez très bien, notamment au milieu, quand vos milieux de terrain viennent demander le ballon toujours le dos au but adverse, vous râlez sur le banc. Moi, je râle, mais c'est un truc, ça fait partie de ces exercices-là. Si les mecs, tu leur montres, évidemment qu'il faut leur montrer comment orienter le corps pour gagner un temps de jeu, pour aller tout de suite vers l'avant, pour s'informer autour. Bref, vous connaissez tout ça. Mais c'est des exercices comme ça qui nous permettent d'améliorer ce type de déplacement. Oui, mais ça, encore une fois, Corentin peut le dire, c'est encore une fois, ça, c'est pour l'appliquer, pour le maîtriser, pour l'appliquer chez les jeunes et sur la préformation et l'école de foot et tout ça, c'est des gens qui l'ont vécu. C'est dur pour quelqu'un qui n'a jamais été, on va dire, joueur, je ne dis pas d'un certain niveau, mais d'aller corriger ça, il faut l'avoir vécu. Je ne peux pas dire à un gamin de 10 ans, fais ça, déplace-toi comme ça, parce que tu gagnes un temps. Ce n'est pas tout le monde qui va le dire, ça. Corentin, mais je pense qu'aussi on peut aussi parler aux jeunes quand on voit tous les matchs qu'il y a à la télé, les Ligues des Champions et tout.
c'est de dire aux joueurs, regardez, aux jeunes, regardez les joueurs à votre poste. Et on voit beaucoup de choses sur des joueurs de haut niveau, la prise d'information, la tête qui n'arrête pas de bouger et s'orienter. Donc, c'est vrai que c'est des petites choses. Ouais, je comprends, c'est vrai qu'il faut le vivre pour pouvoir visualiser ça, mais c'est important de voir les matchs de haut niveau, quoi. Ben c'est là où c'est intéressant. C'est pour ça que moi, ton passage en Espagne, il m'intéressait pour voir si toi, tu avais découvert un autre football. Aujourd'hui, Ahmed, toi qui aimes bien regarder plein de matchs, aujourd'hui, tu regardes la Ligue 2 à la télé en France. Ce que tu viens de dire là par rapport au contrôle, aux passes maladroites, aux contrôles qui sont pas top, aux passes qui sont à 1 mètre près, je dis pas, moi je ne vais pas critiquer, mais c'est vrai qu'il y a quand même pas mal de défauts, quoi. Et tu sens que c'est pas de la mauvaise volonté, mais on dirait qu'il y a eu un manque de répétition, un manque de concentration, un manque d'application sur du long terme, quoi. Et tu sens les défauts sont là, quoi. Et c'est une catastrophe. Alors que tu Peut-être regardes un, l'Espagne. peut-être un manque de contact avec le ballon aussi, où il n'y a pas eu Oui. assez de contact avec le ballon. Alors moi, j'ai assisté à un match de Ligue 2, enfin, je vois de temps en temps des matchs de Ligue 2 en Espagne parce que j'ai des joueurs qui y jouent. Le niveau technique n'est pas du tout le même qu'en France. Il C'est élevé, il tu est veux dire. au-dessus techniquement. Ouais. Il y a plus de puissance en France, mais par Oui. contre, il y a plus de maîtrise technique en Espagne. Tu regardes un club comme Alcorcon en deuxième division en Espagne, c'est un club qui est top 8 en France. Sur la qualité technique, je parle. À tous les postes, c'est top, c'est du top niveau. Après, le problème, c'est que quand on regarde par rapport à notre football à nous, alors on a des joueurs complètement différents. Corentin est passé par l'Espagne. On est dans un pays où tu as différents profils de joueurs, ce qui n'est pas trop le cas en Espagne, où majoritairement, les joueurs se ressemblent sur l'aspect technique. Ouais, c'est vrai. Oui, le profil espagnol Ouais, est dans les un certain déplacements. type de joueur. Et puis ouais, c'est beaucoup de sensibilité avec le ballon, je trouve. Ils ont un toucher, dans tout ce qui est intérieur, extérieur. Bon, même si c'est majoritairement ils jouent beaucoup avec l'intérieur de pied, mais c'est vrai qu'ils ont cette sensibilité. Peut-être qu'en France, on a moins. Bon, encore une fois, ben, l'émission, ça fait 1h20 pratiquement qu'on y est. Encore une fois, un réel plaisir d'échanger, de partager. Beaucoup de coachs m'envoient des messages, moi, la semaine et depuis le temps qu'on a lancé l'émission, qui sont hyper contents parce que l'émission, en fait, pour une fois, ils me disent, on partage le savoir. Et ils sont contents d'entendre des coachs qui, a priori, sont inaccessibles ou des gens qui sont inaccessibles, et de les entendre parler simplement avec des gens voilà, comme nous, on est tous du milieu du foot, on est tous, comme tu l'as dit, passionnés. Et aujourd'hui, le partage, ils ont l'impression que ça se partage ailleurs, mais en France, le partage, ce n'est pas trop la philosophie française. Et au final, voilà, l'émission, encore une fois, Corentin, merci de ta présence. Le but, c'est bien ça, c'est de montrer que, bah oui, tu as été un très, très grand joueur. Aujourd'hui, tu es sélectionneur. Et bah, voilà, le contact est là, tu as la même passion. Et puis, tu nous démontres que par l'exercice que tu as montré, encore une fois, ben, répéter les bases, travailler, répéter, peu importe l'âge. On lâche rien et des fois, ça paye. Qui m'aide. Non, j'allais dire, et d'autant plus que c'est une leçon parce que c'est un conseil qui est donné aussi pour les jeunes éducateurs d'un joueur qui était techniquement très doué. Ça veut dire qu'on travaille tout le temps la technique. La technique, ça se travaille tout le temps et ça se développe et il n'y a pas d'âge. Moi, souvent, on me répète souvent qu'à partir d'un certain âge, on ne progresse plus. J'ai un peu de mal encore avec ça. Moi, je pense qu'on progresse à tout âge. Et à force de répéter, on progresse un petit peu quand même. Oui, juste ajouter un truc, c'est que c'est vrai qu'à l'échauffe, souvent, c'est des exercices techniques, tout ce qui est jonglerie ou tout ce qui est prise de balle, passe. Les joueurs sont peuvent manquer de concentration parce que pour eux, c'est pas important. Et ils ont tendance à le faire un peu en dilettante. Et c'est vrai qu'il faut insister beaucoup sur la concentration, bien regarder son ballon, c'est important. Alors, c'est bien qu'on parle de ça, c'est bien que tu dises ça. La prochaine fois, je le passerai, les gars. Il y a un exercice qui avait été fait à l'époque par Gourcuff. Et moi, je l'avais repris et je vous le montrerai. C'est un exercice, Ahmed, tu as dû le voir. C'est un exercice qui est vraiment intéressant et qui permet justement ça. C'est qui permet de mettre une concentration, mettre une qualité de contrôle, de passe dans le mouvement et obligation d'être concentré. L'exercice, il est vraiment intéressant. Je pense qu'à le présenter, ça peut être pas mal. Il faudrait même que je le filme pour montrer que des gamins qui ne sont pas obligatoirement super doués, à partir du moment où ils sont concentrés,
et que tu le fais l'exercice 2-3 fois, avec en plus une compétition entre les deux ateliers, c'est une progression de fou. Et c'est vraiment super intéressant et ça rejoint ce que tu dis. Ça participe à l'évolution de la technique. De toute façon, la concentration, on est d'accord que c'est un gros plus quand tu veux que ta technique soit bonne. Ouais. La concentration, c'est le plus important. Pour tout. Bon, en tous les cas, je te remercie, Corentin. Les autres, ben, j'espère que, voilà, passer un petit message tous fins. Mais moi, je remercie Corentin. Plaisir et vraiment plaisir partagé d'échanger comme ça. Moi, je Merci. Merci Corentin, merci pour ta carrière et tous les matchs que moi j'ai pu voir, on a le même âge, pour l'évolution. J'ai juste une question, les échéances pour la Mauritanie, la sélection à venir, c'est quoi? On est dans l'interrogation parce qu'avec avec ce qui se passe en ce moment dans le monde, pour l'instant, on n'a pas de fenêtre de match. Septembre, il n'y aura pas de match. Octobre, novembre, c'est même pas sûr. Donc nous, on avait joué nos 2 premiers matchs de qualification pour la CAN. On était deuxième ex aequo on était ex aequo avec le Maroc et puis il nous restait 4 matchs à jouer. Donc là, on en attend de finir ces 4 matchs et puis après, on a aussi la qualification pour la Coupe du Monde. Donc voilà, mais on ne sait pas quand est-ce qu'on va les jouer. D'autant plus que la CAN a été retardée d'1 an. Oui, c'est ça. Ouais. Janvier 2022. Ouais. Manu, un petit mot. Alors, je ne sais pas si tu veux lui parler. Je vais Corentin, tu maîtrises le portugais ou pas? Je vais lui dire en portugais, je suis obligé. Voilà, c'est ça, je savais que tu allais aller là-dessus. Ah, pas de souci, non, mais il avait le maillot, j'avais vu. Ouais. Boa sorte, hein? Boa sorte. Obrigado. Boa continuação. Obrigado, igualmente. Bon, merci à tous en tous les cas. Merci Corentin. À Allez, bientôt. de rien. Merci à vous. Salut. Hey, Seb, avec tes hockeyeurs, fais-leur aussi des passes. Hein? Passe ici, passe Attends, ici. Pépite, on n'a pas félicité Manu qui a retrouvé un club. Oh, Oui, putain. félicitations Manu. Ne me félicite pas trop vite. Hein? On va Seb, voir après. Seb, j'espère que tu as pris assez de biafine. Hein. T'as vu, hein? Et il fait que 14. Ciao les Prenez gars. soin de Merci vous, les garçons. Corentin. Prenez soin de vous. Ciao. Salut. Merci Corentin. Ciao les garçons. Ah, merci, Ciao. Coco. Il est con. Il est con, celui-là. Oh, il m'aide. Bon. Ciao Pépite. Ciao. Ciao Seb. Ciao.